et ben ça vient de se lancer. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Aurélie Garrigue, je travaille chez Bluebees, la plateforme de financement participatif des projets agricoles engagés. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'accompagnement d'agriculteurs et de la transmission. Donc on est aujourd'hui avec Paul Thomas de la ferme du Pas de Côté et avec François Baudin de la ferme de Gizy, tous les deux dans l'Essonne, dans le 91, pas très loin d'ici. Alors je vous laisse vous présenter pour commencer. Bonjour, alors je m'appelle Paul Thomas, je viens de la grande distribution à la base, j'ai fait une reconversion professionnelle vers le maraîchage. En 2015 j'ai eu alors c'est vraiment l'idée, le système est pourri, je veux changer les choses, c'est la permaculture qui m'a beaucoup parlé au début. Donc dès que j'ai pu finir mes études, je suis parti en vélo, faire un voyage de 10 mois pour apprendre la permaculture, j'étais très urbain. Donc là j'ai fait une dizaine de fermes, ça m'a permis de voir déjà les fermes, le monde agricole, j'ai fait élevage, maraîchage, beaucoup. Et sur cette philosophie de la permaculture, j'ai vu qu'il y avait plein de choses en fait, et que chacun y mettait sa sauce. Et en venant vers chez moi, j'ai rencontré des maraîchers bio, avec qui j'ai commencé en fait à faire des stages, avec qui j'ai passé mon diplôme agricole en stage, et ça s'est très très bien passé. Mais là sur un maraîchage beaucoup plus mécanisé, beaucoup plus grand, on était sur 3 hectares avec des tracteurs et du coup plus de vision permacole on va dire, mais quand même, mais voilà, de la mécanisation. Et c'est comme ça que j'ai appris le métier de maraîcher. Ensuite cette ferme-là, en fait, ils accueillent des gens en contrat d'aide au projet d'entreprise. Et c'est à partir de là que je les ai rejoints et j'ai fait le modèle AMAP. Donc j'avais 35 paniers au début. Et je travaillais du coup avec Gila et Maëla, on était 3, et ils m'ont appris le métier de maraîcher en AMAP. Donc ça, je l'ai fait pendant 2 ans. Et actuellement, je suis resté dans la ferme parce qu'on est devenus des super collègues, mais en revanche, ça y est, je reviens sur ma philosophie du début, et là j'ai repris un bout de terrain de 4000 m² et je fais un micro-maraîchage sur de la vente directe en marché, qui vient de commencer en mai. C'est le début de l'aventure, il y a Fleur, ma collègue, qui est derrière, avec qui on bosse ensemble. Donc là, c'est ta première saison? Voilà, première saison, début de production avec les fèves et petits pois en janvier-février, et là on commence à bien produire. En mai, en fait, on commençait à bien produire. On a 800 m² de serre à 2 et 4500 m² de surface agricole utilisée. Donc ça reste très petit, mais c'est déjà très grand. François, de nous raconter un petit peu ton histoire. Ouais, bonjour à tous. Donc moi François, moi je suis issu du milieu agricole, contrairement à beaucoup de ceux qui sont passés en conférence cet après-midi. Donc je suis fils d'agriculteur et d'agricultrice. Donc mes parents étaient éleveurs laitiers, et ben moi aussi du coup, parce que je travaillais avec eux. Donc éleveurs laitiers, on faisait aussi de l'aviculture, des poulets de chair et de la grande culture en mode conventionnel, traditionnel, j'irais même jusqu'à dire très intensif. Et donc j'ai travaillé avec eux jusqu'à 26 ans, donc j'ai un bac pro et un BTS agricole. Voilà, toute mon enfance c'est l'agriculture, donc je suis vraiment né dedans, mais j'en suis parti. Et donc à partir de 26 ans, j'ai travaillé dans un lycée agricole, donc je ne suis pas très éloigné non plus. Mais donc voilà, j'étais formateur en lycée agricole. Puis ensuite j'ai travaillé pour le syndicat des jeunes agriculteurs en Ile-de-France, donc c'est là où j'ai commencé à connaître ce territoire d'Ile-de-France. Et donc voilà, je travaille avec les jeunes agriculteurs d'Essonne, des Villes, du Val d'Oise. Puis aussi ensuite au niveau des jeunes agriculteurs au niveau national. Et donc là j'étais animateur pour le syndicat des jeunes agriculteurs en tant qu'animateur syndical sur préparer les manifs, faire de l'événementiel sur la promotion du métier d'agriculteur, mais aussi accompagner les élus, les agriculteurs qui sont des élus de moins de 35 ans qui sur leur projet de mandature et animer les structures départementales. Et il en était question tout à l'heure aussi. J'ai aussi été animateur de la Fédération nationale des services de remplacement d'agriculture. C'était un sujet d'une conférence tout à l'heure. La conférence sur le sujet de la santé. Exactement. Et voilà, donc j'étais plus très jeune déjà à l'époque pour être encore un jeune agriculteur. Donc j'ai fait notre formation professionnelle, j'ai appris des études et donc je suis devenu responsable de la transformation d'entreprise et de la conduite du changement. Donc, je suis un bailleur social, donc rien à voir avec la même chose. Du coup, voilà, dans le secteur du logement social, j'étais en fonction support dans un bureau à la Défense. Et donc là, du coup, j'animais des grands projets transverses et la conduite du changement pour cette structure-là, cette grosse structure. Du coup, tu étais quand même dans un milieu assez éloigné de la bio.
à la base, Oui. tu viens du monde du conventionnel. Tout à fait. Est-ce que tu as eu un déclic à un moment? Est-ce que ça a été une réflexion progressive ou c'est venu d'un coup? Qu'est-ce qui fait que justement tu as franchi ce pas de la bio? Merci Aurélie, c'est une bonne question. Alors c'est pas un déclic, c'est pas comme Jeanne d'Arc, il n'y a pas un déclic. C'est rarement un déclic du jour au lendemain, sinon c'est une réflexion. Du coup, c'est vraiment un très très long cheminement. Du coup, c'est un long cheminement. Alors, je ne vais pas trop raconter ma vie parce que ça va être chiant, mais du coup, donc moi, je suis élevé dans le milieu agricole et c'était le côté où tu seras paysan, mon fils. Parce que du coup, j'étais le seul garçon. Donc, il y avait un petit côté un peu, de toute façon, la ferme allait reprendre, c'est toi qui t'y colles, mon grand. Mais j'aimais beaucoup ça. Et donc, en fait, il y a eu toute une déconstruction d'un modèle très ancré, très induit. Et du coup, de constater que c'était un non-choix, bien qu'émancipé, c'était un non-choix. Et que du coup, voilà, je suis parti pour aller vers d'autres horizons. J'avais besoin d'autres horizons parce que j'avais un manque de quelque chose. Donc je fais plein de choses. Et après, pour revenir à l'agriculture, justement, comme c'était pas un idéal ou un fantasme de quelque chose que j'idéalisais, puisque je connaissais très bien, alors il faut déconstruire, reconstruire avec sa propre conviction. Et là, du coup, je suis passé par plein d'étapes de est-ce que c'est pas un devoir, un service de revoir que je dois à mes parents, à ma famille? Est-ce que finalement, je suis vraiment pour ça? Alors, il y a tout un travail sur moi aussi, entre le passer du temps dans l'ordinateur ou retourner au champ, qu'est-ce qui me convient finalement? Est-ce que j'ai finalement les talents ou pas pour faire ça? Donc il y a un travail aussi un peu sur un plan de compétences qu'on ferait, mais beaucoup plus large. Et puis après, il y a, le déclic pour moi, c'était le mouvement vers l'écologie. Moi, j'ai très envie d'apporter de la résilience alimentaire à mon territoire. Je me suis dit, François, tu as été paysan, ça fait 20 ans que tu vis à Paris, et quand tu discutes avec tes potes bobos, le bio c'est super, c'est du local. Et donc, ouais, c'est super. Je me mets pas, t'inquiète pas, j'en fais partie. Mais bon, voilà, je me suis dit, tout ça c'est super, mais qui s'y colle, quoi, justement, à apporter ça, et donc j'ai envie de passer à l'action. Et pour travailler sur un nouveau modèle d'agriculture locale et de résilience alimentaire, voilà, j'ai eu envie de passer à l'action, et donc du coup d'agir et avec Nicolas, d'être dans l'action de vraiment créer une ferme de zéro pour répondre à ces nouveaux besoins et répondre aussi aux enjeux écologiques et résilience. Et j'ai été un peu sur le déclic. Moi, je pense que c'est un petit peu différent parce que tu viens pas d'un monde agriculture conventionnelle. Donc en fait, pour toi, tout de suite, ça a été. Il y avait pas d'hésitation. Les études en grande distrie m'ont bien fait réfléchir. En fait, c'est aussi le jeune un peu perdu, je ne sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. On me dit fais ces études-là, je les fais, je les ai fait en alternance. Et je vois un système qui te vend de la nourriture et de l'eau, mais qui ne pense pas au bien-être des gens. Il pense à faire de l'argent et de l'argent et de l'argent. Et quand tu as 20 ans, tu te dis c'est nul en fait. Pareil aussi avec toute l'environnement qui nous parle beaucoup d'écologie. Moi j'ai 29, j'ai l'impression d'être une génération où on nous dit de toute façon on va détruire la planète, on va détruire la planète. C'est pour ça aussi que la permaculture, j'ai trouvé ça chouette parce que ça dit l'être humain peut gratter les choses et je trouve ça génial. Même voilà, c'est vraiment trop cool comme donc voilà, c'était vraiment ce déclic de ce système alimentaire et de se faire de l'argent ne me convient pas. En revanche, revenir à une base de production et essayer d'améliorer mon environnement, mon quotidien, c'est ça qui a du sens pour moi. Oui, parce que j'ai la chance de me dire comment Paul Thomas peut être épanoui à 20 ans. C'est aussi mon statut social qui m'a permis ça. Si j'étais très embêté à chercher plein d'argent, j'aurais pas réfléchi. J'ai eu la chance d'avoir pu réfléchir à comment moi je voulais être heureux. Tu abordes le sujet de l'argent qui est un sujet hyper intéressant. On va y arriver dans 30 secondes. Juste avant, je me demandais si vous aviez été soutenu, que ce soit moralement par vos proches, surtout toi, François, qui vient d'un monde un petit peu parallèle. Est-ce que tu t'es senti soutenu dans cette transition et soit par vos proches, soit par justement des organismes? Est-ce que vous avez été accompagné d'une manière ou d'une autre? Et si oui, comment ça s'est passé? Comment on fait pour ne pas être
tout seul dans justement dans ce parcours d'installation, parce qu'en fait, tout seul, ça n'existe pas. Donc c'est important d'être soutenu. Comment ça s'est passé? Quels ont été un peu les réseaux, les organismes, voilà, que ce soit formel ou informel? Alors oui, du soutien, il y en a beaucoup, et il y a beaucoup d'organisations qui existent et d'organismes. Et il faut faire un petit peu son marché, c'est pas évident. Du coup, même moi, en connaissant l'installation dans sa vision un peu large, finalement, on va spontanément là où on sent qu'on manque d'expertise. Donc il y a besoin d'avoir des organisations expertes. Le GAB, je vais être mis en place, il y a besoin d'avoir l'expertise sur la technique, mais pas que, l'expertise financière aussi, l'expertise juridique. Moi, il faut aussi se connaître, parce que du coup, moi je sais que je suis allergique au juridique, mais on ne peut pas écouter, quoi. Je veux dire, sinon on fait des conneries. Donc du coup, voilà, il faut avoir tout ça. Ce qui n'est pas évident, c'est que le parcours d'installation est quand même compliqué. Et il y a beaucoup d'interlocuteurs, il faut expliquer à chaque fois à tous les interlocuteurs c'est quoi mon projet, pourquoi, tout ça. Et donc c'est vrai que aussi, moi j'ai senti qu'il y avait un besoin aussi de pouvoir s'appuyer sur quelques tuteurs ou des personnes un petit peu du quotidien, qui pouvaient répondre à la fois à des questions pratiques, techniques, mais à des questions plus générales, ou vraiment à des coups de stress, et voilà, je trouve qu'il y a des experts, et chacun va faire son marché dans ce qui existe, une palette assez large. Et il y a besoin d'avoir des points d'appui, alors si possible d'agriculteurs, mais qui ont vraiment le temps de faire ça. Mais en tout cas, ça c'est vraiment important dans ce parcours-là. Donc le GAB principal. Alors, le GAB, si on peut citer un petit peu pour. Mais sinon, non, mais alors du coup, effectivement, sur tout l'écosystème qui est vachement précieux. Et aussi, alors, je pense. Culturellement aussi, à l'agriculture, on a l'habitude d'opposer les différents organismes. Donc, tout le monde est utile, je veux dire. Après, nous, on a trouvé beaucoup de soutien par le réseau Abiosol pour trouver du foncier, par exemple, par le terre de lien aussi, qui nous a mis la puce à l'oreille pour trouver la terre où on est, une terre municipale. Avec Plan d'Avenir, on s'est formé au tout départ. Et maintenant, du coup, avec Bluebees, on est en train de mener une campagne participative pour financer notre démarrage. Il y a tout ce réseau-là qui est vraiment très bien fourni. Et puis après aussi, Nico, il est dans le parcours aussi. Déjà, moi je suis plus assez jeune, je suis passé à la date de péremption, mais en tout cas, et aussi pour la DGA, tout ça, il y a tout plein d'organismes qui accompagnent aussi ça. Oui. Moi, le niveau famille, ça faisait toujours un peu peur, le côté peut-être que tu vas pas gagner d'argent, quoi. Mais ça s'est très bien passé après. Je pense que à voir mon enthousiasme, tout le monde était très content. Je trouve aussi que le métier de maraîcher, donc on va dire depuis 2016, depuis que je connais, 2016, il est bien vu aussi autour de nous. Quand on dit qu'on est maraîcher, maintenant les gens sont plutôt qu'est-ce qui pousse en ce moment. Mais ils sont intéressés, ils trouvent ça beau et c'est chouette. Donc il y a déjà cette force un peu qui est pas comme si on était dénigré, donc ça c'est super. Et après, la chance que j'ai eue, moi, c'est que la ferme du pas de côté avec Guylain Verger est incrustée Champ des Possibles. Et donc, dès le moment où j'étais un peu dans la ferme, j'ai tout de suite eu le réseau Champ des Possibles, qui est un réseau extraordinaire, quoi, où il y a vraiment qui met en relation de toute façon avec Abiosol, avec tout le monde. Donc déjà, tu retrouves tous les organismes, tu vois qu'il y a quand même une super structure. Et ensuite, nous, dans les maraîchers, avec les Champs des Possibles, on a aussi énormément de collègues autour de nous, donc les échanges et tout sont super intéressants. Pareil, quand on a fait les premières réunions à voir toute l'équipe, moi je rentrais dans ce monde du maraîchage et j'étais, mais c'est beau, quoi. Tout le monde a un énorme enthousiasme, de la super énergie. Après, tu vois la réalité sur le terrain où il y a des moments où on est fatigué, etc. La réalité est très belle aussi. Mais voilà, il y avait une humanité, un truc, une énergie qui s'est dégagée où je me suis dit, waouh, on rentre dans quelque chose d'assez beau, quoi. Et ce qu'on dit sur ce que dit Paul, c'est vachement intéressant, et du coup, comme depuis le début, on vit avec son cheminement personnel, on vit avec une époque aussi, ça c'est sûr. Moi quand j'étais jeune, parce que je suis pas jeune, et quand j'étais jeune, du coup, quand on discutait agriculture, c'était un peu celui qui avait le dernier John Deere ou le plus gros New Holland, quoi, et donc du coup, la reconnaissance, elle était plutôt par ça, ou par le nombre de quintaux hectares, enfin voilà. Donc voilà, elle était là pour envoyer du pâté et c'était ça la reconnaissance. Ou alors même par rapport, il y avait un truc sur la santé avant. Ouais, j'ai bossé 90 heures cette semaine, je suis pas un mou. Donc voilà, donc ça c'était la reconnaissance de l'époque. Et ça évolue, et ça c'est chouette aussi. Puis
Quand on parle aussi avec les potes, du coup, au début, il y a le premier cercle de porte qui dit ouais, c'est génial et tout, qu'on des étoiles dans les yeux, c'est pas mais ils maîtrisent, ils mesurent pas du tout le risque qu'on prend et le fait d'être entrepreneur, est-ce que ça en va. Il y a ceux qui disent c'est super parce que voilà, tous les enjeux écologiques et tout ça. Et puis il y a comme c'est des proches, ils sont un peu malveillants en général. Il y a quand même le réseau très très proche qui s'inquiète parce que est-ce que tu vas tenir le coup, est-ce que financièrement tu vas t'en sortir. Et ils ont raison de s'inquiéter parce que c'est une vraie inquiétude. Alors du coup, il y a environ 1000 questions. Au niveau du terrain, comment vous avez trouvé le terrain? Est-ce qu'il était sous la propriété de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'était un terrain nu qui n'avait pas été utilisé depuis des années? Moi je connaissais la ferme. Du coup c'est une parcelle qui était un peu loin de chez Guilain et Maïla, qui les embêtait un peu parce que quand tu vas faire un semis de carottes à 500 mètres, c'est chiant d'aller juste le désherber quoi. Du coup je m'étais dit hey, vous me prêtez ce petit bout de terrain qui est chiant. Puis en plus il est juste à côté du fumier et moi j'essaie de faire énormément de paillage et tout, donc il y avait un côté pratique. Et en vrai ça s'est fait comme ça, c'est plus que je connaissais les lieux, je savais que j'avais ma vision de mon petit maraîchage et grâce au contact que j'avais créé avec eux, c'était facile en fait quoi. Et du coup ça, c'est une location à Guilain qui lui loue à l'AEV. Donc c'est encore grâce au champ des possibles que j'ai un peu pris ce petit bout de terrain là pour l'instant. Ils t'ont loué un morceau de leur terrain, c'est ça, c'est pas des agriculteurs qui sont partis à la retraite. Il n'y a pas eu de transmission comme ça. Pour l'instant ça n'appartient à personne. Ok. Hyper intéressant parce que du coup j'imagine qu'ils ont pu aussi il y a peut-être eu un accompagnement entre guillemets parce que du coup ils connaissent déjà bien le terrain. Oui c'est ça, mais en plus c'est ça. Puis moi la ferme quand j'y avais travaillé 2 ans, je connaissais le sol, je connaissais les matières organiques à utiliser. En fait c'est un vrai travail qui prend 1 an, peut-être même plus, on va 20 ans, 30 ans à connaître son sol. Mais déjà en ayant travaillé 2-3 ans dessus, d'avoir compris sa structure, d'avoir compris sa texture, t'as gagné 1 an quoi quand même, donc c'était vraiment ce truc là. De les connaître, de connaître le terrain, et de démarrer plus rapidement. Quoi. Et aussi, je suis à tous les Chartreux, c'est le village où j'ai grandi, je suis né, donc c'est aussi un peu plus facile au niveau au début, clientèle, réseau. Et c'est très important aussi parce que comme on travaille des fois 50 heures, 60 heures, de sentir qu'il y a de l'accompagnement, qu'il y a des gens autour, c'est hyper agréable. Voilà. Et toi, François, comment tu as trouvé la question aussi, elle est cruciale, surtout en Ile-de-France, et du coup, et ben nous en fait on était avec Nico Simon, on va créer une ferme, on est des ouf, donc on y va. Donc première étape, trouver du foncier. Et alors finalement par relation, il y a eu un terrain à Rungis au départ et ça n'a pas pu se faire pour une sorte de propriété, peu importe. Et finalement voilà, il faut être hyper actif sur tous les acteurs qui ça, il y en a des très bons et du coup nous finalement on a trouvé un terrain via un appel à manifestation d'intérêt. Une mairie à Urline, la mairie de Bièvre, et donc la ferme de Gizy qu'on est en train de créer est sur un terrain communal. Peut-être on pourra y revenir, c'est une spécificité. Mais combien d'hectares 5 hectares. 5 hectares, et donc sur les 5 hectares, on va faire 1,5 hectare de maraîchage, 1,5 hectare de verger avec des poules pondeuses dessus, et une partie un peu plus pédagogique. C'est la mairie qui a dit on a ce terrain. Voilà, exactement. Et du coup, mais finalement la mairie pour travailler sur cet appel à manifestation d'intérêt a fait appel au GAB, à Terre de Liens, et c'est grâce à ces réseaux-là. Du coup, même dans la lettre à Beussolt, il y a toujours aussi des offres de terrain là-dessus. Et donc c'est par ce réseau-là finalement qu'on a trouvé le terrain. Ça a mis combien de temps à peu près? Alors toi, Paul, j'imagine que ça a été rapide parce que tu connaissais déjà. Ouais. Toi, t'as vraiment tout compris. Oui, on est un peu à la chance. et pour toi, entre le moment où toi et Nicolas, vous avez commencé à chercher le terrain et le moment où vous avez vraiment commencé à vous installer dessus, il s'est passé combien de temps Ça, c'est une question qu'on nous demande souvent et que j'imagine même parmi les gens qui nous regardent, c'est un peu nébuleux tout ça. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire quel type d'acteur il faut aller voir entre la SACPR ou est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'écosystème pour trouver un terrain? Alors ça c'est crucial, je crois que tu soulèves Aurélie. L'agriculture, c'est des temps longs. Alors, les cycles des végétaux ou des élevages encore plus, c'est très long. Mais les cycles de recherche, les cycles administratifs pour monter une ferme sont très 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 longs. Et donc du coup, l'importance du timing, elle est vraiment...
crucial parce que nous, avec Nicolas, alors, on est en train de il a parlé on a planté nos poireaux cette semaine, on a chié, du coup, c'était vraiment chouette. Et du coup, mais entre le moment là où on a planté nos poireaux, nos tomates et nos céleri, et le moment où on a commencé à chercher le terrain, je pense qu'il y a à peu près 2 ans. Donc ça, il faut l'intégrer, parce que nous, on a tous les deux lâché notre vie d'avant. Mais on a eu la chance d'avoir le chômage, c'est quand même un bon soutien, mais ça ne dure pas 5 ans non plus. Donc du coup, il faut vraiment intégrer ça dans sa construction de projet, parce que ça met en situation de stress. Et puis, alors nous, on a eu beaucoup de chance. On est sur un terrain qui est en site classé et qui est aussi régi par les Bâtiments de France. Et donc pour ceux qui sont concernés par ça, rajouter quelques mois encore, puisque du coup, ben voilà, il y a beaucoup d'instances environnementales qui regardent et qui regardent de près ce qui est fait. Donc ce qui est bien aussi, hein, mais ça oblige à... Alors nous, heureusement, on a une vie avant, on montait des dossiers, tout ça. C'est forcément évident, en tout cas, parce qu'il faut... C'est une des difficultés aussi, il faut beaucoup se justifier. Parce que quand on a la fougue comme ça de se dire, voilà, je vais faire de l'agroécologie, c'est super. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais à me justifier tout le temps de ce que je fais, mais il faut beaucoup justifier, parce que chaque instance regarde sous son angle de vue et ses propres critères. Et donc, ben, ça, il faut vraiment intégrer. Mais une fois de plus, il y a beaucoup d'organismes qui accompagnent dans ces trucs-là, mais ouais, il faut, ça apprend la patience. Ça apprend la patience, en tout cas. Alors aujourd'hui, il y a un vrai sujet, il y a plusieurs, surtout le sujet économique. Comment vous avez fait? Est-ce qu'on pourrait donner un ordre d'idée à ceux qui nous écoutent, ou ceux qui sont là? Si on veut devenir voilà, agriculteur sur relativement petite surface, combien à peu près il faut prévoir d'économies? Est-ce que vous aviez déjà des économies de côté? Est-ce que vous avez fait un prêt? Bon, François, tu as une campagne de financement participatif en cours chez nous, sur Bluebees, sur la page d'accueil bluebees.fr. Ils ont besoin de soutien. Mais ça, c'est en général qu'une partie c'est qu'une pièce du puzzle de financement. Comment vous avez fait chacun? Alors, le financement, c'est un point important. Alors, c'est difficile de donner un ABAC ou un critère d'ordre de grandeur. Ben voilà, pour faire une micro-ferme, il faut tant. C'est très lié au niveau de mécanisation, au niveau de plein de choses. Bon, en tout cas, alors nous, on est très ouverts sur ce qu'on fait, on n'a rien à cacher. Du coup, nous, on crée une ferme de zéro. C'est-à-dire que c'était un champ qui était vide, c'était une friche. Et donc, forcément, du coup, pour structurer une parcelle, pour qu'elle devienne une ferme, ben, il faut un bâtiment, un forage. Des serres, de l'aménagement, des plantations, c'est-à-dire que voilà, par rapport à une reprise de ferme où il y a déjà une maison d'habitation, un hangar, où on peut au moins démarrer avec ça, donc c'est un peu plus lourd. Donc nous, l'investissement de départ, il est 400 000 €. Sachant que c'est quand même un terrain où la mairie participe au bâtiment, puisqu'elle est propriétaire du terrain et que le bâtiment lui appartient. Donc voilà, c'est pour donner un ordre de grandeur sur une parcelle de 5 hectares et 1,5 hectare de maraîchage. Mais c'est un ordre de grandeur dans notre modèle à nous. Donc c'est difficile d'en faire un ABAC. Ouais. Et donc nous, on a décidé de mettre 30 000 € d'apport et de plutôt se baser sur l'emprunt et du participatif pour pas aussi personnellement trop se mettre en danger. Bon, après l'emprunt, ça ne met pas non plus en dehors du danger, mais en tout cas, on a voulu aussi atténuer ça. Et aussi dans les choix stratégiques, tactiques de démarrage, on peut aussi se dire, chaque année, j'essaie de gagner un petit peu et j'achète une grelinette en plus et un outil pour être plus à l'aise. Nous, on a décidé de plutôt investir dès le départ. Alors, pas cette année, parce qu'on démarre on est vraiment en transition, où là, on a un petit kit de démarrage qu'on faut financer, mais du coup, en période de croisière après, à partir de l'année prochaine, on a décidé de plutôt investir pour les aspects de pénibilité dont on a parlé tout à l'heure. Et d'investir pour que l'outil soit quand même productif et ergonomique et viable dès le début. C'est toujours à Paris, Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a décidé, parce que moi j'ai 48 ans, donc je n'ai pas non plus 20 ans devant moi pour me dire je vais y aller doucement pour que la ferme soit rentable. Et puis aussi, dans notre façon d'agir avec Nicolas, on a envie d'en vivre et de nourrir nos voisins, ça c'est quand même... On a aussi envie de transmettre, donc on a envie aussi que notre ferme elle soit vite accueillante,
on a déjà, il y a Clara qui est là, merci, parce qu'elle est déjà venue nous aider à un petit chantier participatif. Et on a envie aussi de transmettre les pratiques, parce que le foncier c'est compliqué, mais le plus compliqué de tout c'est de trouver des maraîchers. Et donc du coup, si on veut un territoire résilient, il faut surtout convertir des personnes qui ont envie d'aller vers ce métier, de les amener à de la technicité, à comprendre tout ça. Donc nous, on a envie aussi de pouvoir recevoir des futurs néo-maraîchers, en tout cas que des personnes puissent tester le métier avec nous sans prendre de risques pour voir ce que ça donne. Est-ce que la terre est basse, est-ce que j'ai mal au dos, est-ce que vraiment j'ai envie de ça ou pas. Et donc ça implique aussi structurellement de pouvoir accueillir ces personnes-là et de mettre en place un outil qui convient. Et toi, Paul, au niveau des investissements, comment ça s'est passé? Du coup, c'est complètement différent parce que j'étais dans une ferme déjà existante. Je fais tout en micro. Du coup, j'ai très peu d'investissement. J'ai que mes matériels. J'ai beaucoup de bâches. Je suis le roi de la bâche et je ne jure que par la bâche d'ensilage. Donc 1500 € de bâche d'ensilage direct. Et après, beaucoup de bâches tissées aussi parce qu'après la bâche d'ensilage, je mets de la bâche tissée. Et ensuite, j'ai pas en fait tous ces gros achats d'irrigation, de serre. Là, je bénéficie d'une serre de 400 m² que je loue. Tous les investissements de tracteurs, etc., c'est de la location, c'est à l'heure avec Guilain. C'est des gros matériels que j'utilise 2 fois dans l'année parce que pour transporter la matière organique ou quoi, à part le tracteur avec la bennette, c'est super. Parce que mon terrain est très loin, comme je l'ai dit. Et du coup, il y a pour 20 000 € sur mon investissement. Mais il y a quand même les caisses, il y a quand même en fait tout un petit peu au fur et à mesure. Il y a tous les tuyaux d'irrigation quand même à mettre en place. J'ai ma sortie d'eau, c'est déjà super. Donc j'ai 1500 € d'irrigation. J'ai un peu de matériel à tout. Ouais, j'en ai avoir pour 20 000 € d'investissement. En train de nous dire qu'on peut devenir agriculteur. Non, parce que on pourrait pas, c'est parce que je squatte la structure de Guilain. Et c'est parce que Guilain a investi 150 000 € sans bâtiment, avec des tracteurs, avec tout ça, que je suis une sangsue en fait. Je veux un truc qui fonctionne bien. Hop là, c'est pas mal. C'est ça. Mais en fait, voilà, l'idée c'est super. Et après, ce qui est trop bien là-dedans, même pour eux, c'est que derrière le mot maraîchage, il y a 1000 façons de faire du maraîchage. Donc là, on s'inclut qu'on est 3 maraîchers. Mais en fait, il y a 3 techniques différentes. On s'échange des légumes, on s'échange des itinéraires techniques. Là, le savoir, en fait, il est démultiplié là en ce moment. Et après, dans les investissements, oui, je suis vachement gagnant, quoi. Mais d'un côté, tout le monde est gagnant aussi. Donc chacun partage un petit peu ses petites techniques. Et je vais rajouter aussi, du coup, c'est vraiment intéressant parce que des modèles très différents, alors qu'on fait tous les deux du maraîchage agroécologique. Et nous, du coup, comme structurellement, il y a quand même la mairie qui nous aide aussi, parce que dans tous les trucs administratifs, c'est aussi important de discuter, parce qu'il y a plein de dossiers de subventions à monter. C'est là aussi, je fais rebond sur la conférence d'avant. Nous, on est à 2 pour l'instant, on espère plus. Le collectif est hyper important parce que tu peux être noyé vraiment dans tous ces aspects administratifs. Et puis du coup, aussi, ça aide aussi à. Il y a un panel d'accompagnement, il y a les seuls actifs aussi qui nous aident aussi au démarrage. Et du coup, voilà, mais dans tout ce panel, pour s'y retrouver, c'est pas évident, donc c'est bien aussi d'être plusieurs et d'avoir plusieurs cerveaux et tout ce qui fait. Justement, il y a un enjeu qui est en train de devenir de plus en plus important, c'est la transmission intergénérationnelle de ferme, puisque en fait, je crois que c'est d'ici 2030 environ, il y a entre un tiers et la moitié des agriculteurs qui seront en âge de partir à la retraite, mais qui ont parfois des difficultés à trouver des repreneurs. D'un autre côté, il y a des agriculteurs déjà installés sur des grandes surfaces qui agrandissent leur surface encore plus, alors qu'il y a besoin justement d'inverser cette tendance. Comment on peut faire, parce que d'un côté, vous disiez tous les deux très bien tout à l'heure, c'est que l'image du métier d'agriculteur est en train de changer positivement. On se rend compte que c'est un métier essentiel, c'est un très beau métier. Il y a une opinion positive par rapport au métier d'agriculteur en France, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Mais il manque d'agriculteurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Est-ce qu'il y a des solutions pour justement faciliter
qu'on pourrait imaginer pour faciliter ce processus d'installation, d'accompagnement? Voilà. Alors, là, moi, je ne sais pas trop ma vision. Alors, ce que je dirais, tu sais, dans le monde, l'agriculteur est bien vu. Je dirais le maraîcher bio, qui a les belles casquettes, est bien vu. L'agriculteur conventionnel, maintenant, parce qu'il y a une binarité, en fait, qui donc lui, souvent, c'est un tueur, un méchant et tout ça. Donc, être agriculteur en conventionnel, en horticulture, très dur, au final, encore à notre époque. Et aussi, moi, j'ai l'impression que, bon, je vais prendre mon profil pour dire, c'est que quand j'ai voulu ma reconversion, il y a eu des trucs très nature, revenir un peu à la main, arrêter un peu toute cette machinerie, etc. Et du coup, il n'y a pas le rêve de la grande culture. J'ai l'impression qu'on veut les petits espaces, et le maraîchage parle beaucoup, les poules pondeuses, maraîchage, un peu de verger, ça parle énormément. En revanche, ça dépend, même encore personnellement, 150 hectares sur mon tracteur, où on peut encore faire beaucoup de tout droit sur une méthanisation, c'est pas quelque chose qui m'a envoyé du rêve. Et quand j'ai vu, j'ai battu, je me suis baladé en Normandie, et il y avait encore une fois beaucoup de maraîchers qui s'installaient, mais toutes les fermes d'ovins et de vaches aussi, ça galérait à la reprise en fait. Il y a vraiment ces deux vies, il y a les reconvertis qui rêvent de petits endroits, et un peu les oasis de Pierre Rabhi et tout ça, notre îlot quoi, et la réalité des grandes fermes qui sont hyper importantes aussi, il y a vraiment des engouements derrière la reprise. Oui, tout à fait. Et l'environnement a hyper changé, c'est-à-dire que le modèle de transmission classique a changé. Je le disais tout à l'heure, mais pour moi c'est hyper important de ne pas opposer les systèmes, parce que là, en fait, dans le contexte actuel, on a vraiment besoin de tout le monde pour nourrir les habitants de cette planète. Donc, et la transition de toute façon est longue. Donc, de toute façon, voilà, plutôt qu'opposer les systèmes. Alors, moi j'ai des potes agriculteurs qui sont conventionnels, mais c'est très bien ce qu'ils font aussi, et ils vont vers des meilleures pratiques, et c'est très bien. En revanche, et ce qui est très bien aussi, c'est la ferme de l'Envol ici, c'est un super exemple de quelque chose de nouveau que ce qui se fait en termes de montage juridique, en termes un peu de grappe de ferme qui associe de l'élevage, du maraîchage, et voilà. Donc il faut réinventer un peu les choses. Et sur les projets collectifs, ça a été dit, c'est vachement important parce que je pense que l'attractivité vient aussi du collectif. Et donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont envie de rester tout seul, voilà, sur leur ferme. Et donc voilà, donc il y a des nouveaux systèmes qui existent comme celui-là, des systèmes comme le Chapel qui est super aussi. Nous c'est un autre système, mais en tout cas il faut encourager en tout cas ceux qui cherchent à faire de nouveaux systèmes d'agriculture qui apportent de la résilience au territoire. Et toi et Nicolas, vous avez choisi de vous installer sur un terrain qui était une friche. Est-ce que c'est un choix délibéré par rapport vis-à-vis versus de reprendre un terrain déjà existant déjà en activité? C'est un choix? Alors la friche, non. On n'a pas choisi la friche, c'était comme ça. Par contre, là où le choix est délibéré, c'est qu'on voulait faire une ferme périurbaine. Et donc en fait, notre modèle de résilience et aussi de lutte contre le réchauffement climatique et tout ça. Donc on voulait rapprocher la production du consommateur et que du coup cette ferme elle naisse de zéro parce qu'il n'y a pas assez de fermes pour avoir une offre de produits bio locaux assez suffisante. Donc pour nous la solution c'était de créer une ferme de zéro et qui puisse créer de nouvelles fermes. Il disparaît jusqu'à notre ferme par an, tu l'évoquais tout à l'heure, donc il faut en recréer de nouvelles. Nous, on n'avait pas l'opportunité, on ne voyait pas d'être dans un grand collectif avec une ferme de 150 hectares qui devienne une grappe de ferme. Mais on voulait être au plus près du consommateur, de aussi passer de l'urbain ou le mois d'agriculteur. On s'est dit, plutôt de continuer à faire venir des tomates du sud de l'Espagne, produisons-les au plus près des urbains. On peut inspirer aussi d'une ceinture verte telle qu'il pouvait exister à une époque. L'idée de relocaliser la production. Et donc voilà, nous c'était un vrai choix délibéré de produire en périurbain avec les petites contraintes que ça a, mais en tout cas la proximité avec le consommateur et ceux qui nous achètent. Est-ce qu'on risque pas un peu de perdre entre guillemets certains savoirs des générations précédentes, c'est justement
on n'arrive pas à reprendre ces fermes et du coup ça devient à l'abandon. Qu'est-ce que C'est la même personne qui a des sur la grande culture, je peux pas trop répondre, c'est plutôt les technicités. Ouais. Mais par contre, c'est ça, faire des projets après aux grandes cultures, on fait l'élevage, on met plus de monde, on essaie d'intégrer tout le monde, on pourrait revendre un peu plus de rêve à la ferme. Pour savoir. Renforcer le collectif justement pour plus de sérénité. Ouais. Et oui, c'est un bon point, c'est-à-dire qu'avant la transmission était intergénérationnelle dans la même famille. Maintenant elle est intergénérationnelle mais pas dans la même famille, donc du coup il faut trouver d'autres canaux et d'autres voies de transmission. Et notamment nous sur la ferme de Gizy, c'est pour ça qu'on a prévu de faire aussi de l'accueil pédagogique pour les écoles avoisinantes et tout ça. Mais voilà, il y a des nouveaux modes de transmission. Un peu, voilà, quand on s'installe, d'avoir un peu des mentors ou des tuteurs qui nous accompagnent et d'accueillir aussi des futurs, peut-être avant tout passer par le système classique scolaire et tout ça, donc il faut encore de la formation initiale, mais il faut aussi de la proximité entre les agriculteurs pour transmettre le savoir, y compris avec des participants. Ça, il y a un gros sujet là-dessus, parce que dans l'absolu, c'est génial. Mais sauf que l'agriculteur, il a déjà pas assez de temps pour planter, récolter et que ce soit rentable. Donc ces temps induits pour transmettre, ils ne sont pas rémunérés, sans vouloir être bassement vénal, mais c'est vrai que voilà, le temps que l'agriculteur passe pour transmettre, pour accueillir des étudiants ou des néo-ruraux, il faut trouver des sources de financement pour que ça, ce soit du temps valorisé. Et je trouve que voilà, peut-être qu'il va produire, je sais pas, 500 kg de moins de légumes par an, mais ça a une valeur, cette transmission pour des futures générations, et ce serait bien de trouver des moyens de valoriser et que ce soit aussi, ça participe à la viabilité de la ferme, parce que ça a beaucoup de valeur, tel que le fait d'entretenir aussi le territoire et de planter des haies, ça a de la valeur aussi, et transmettre aussi. Si les décideurs publics nous entendent, il y a besoin de rémunérer la formation et la transmission de savoir. Ouais. Pour les nouveaux députés. Petit clin d'œil. Et toi, il me semble que tu voulais travailler sur un kit de démarrage qui pourrait être répliqué. Est-ce que tu voudrais en parler justement pour simplifier tout ce processus d'installation? Ouais, mais du coup, ça participe à la transmission aussi un peu quelque part. C'est qu'avec Nico, on s'est dit, bon, on va démarrer. Nous, il y a plein de choses administratives qui ne sont pas complètement terminées, donc le forage, tout ça, c'est pas terminé, mais c'est normal, hein, c'est des procédures qui sont longues. Mais on s'est dit, c'est pas grave, on y va, on n'a pas de projet, on démarre. Et la phase de démarrage, quand même, donc alors, il y a des systèmes avec le champ des possibles et tout, c'est super, parce que du coup, tu arrives dans un collectif, il y a déjà des choses, donc ça, c'est vraiment d'en faire, c'est super. Nous, on s'est dit, il y a peut-être une autre solution, c'est de se dire que le démarrage, c'est toujours galère. Il manque toujours un outil, tout ça. Et puis quand tu es dans le jus en plein mois de juin, il y a tout à planter, tu n'as même pas le temps d'aller chez Laurent Merlin chercher une trêve qui te manque, parce que donc, tu fais comme tu peux. Et donc, on s'est dit qu'il y avait on est en train de tester nous-mêmes, hein, c'est ce qu'on finance aussi via Bluebees, mais c'est que ce kit de démarrage, on se dit, nous, une fois qu'on aura un peu expérimenté ça et qu'on sera en mode run, comme on dit dans d'autres milieux, mais en tout cas qu'on sera parti, on aimerait bien rendre ce service, que ce kit de démarrage puisse servir à un nouvel installé, et qu'au moins il ait le minimum vital pour ne pas être trop en galère, et pour que sa première année soit un petit peu rentable, ou en tout cas qu'il ait le minimum vital pour pouvoir démarrer. Alors il y aurait quoi dedans à peu près dans ce Alors du coup il y a un petit conteneur très sympa, métallique, mais bon c'est bien parce que du coup sur l'Île-de-France ça permet de mettre ses outils à l'abri et en sécurité. Et puis avec à l'intérieur de ce conteneur, la golinette, la binette, je ne vais pas faire tout l'inventaire, mais le semoir monorang, mais tout le minimum pour démarrer en petit maraîchage. Et puis aussi, selon le système qu'il a choisi, un motoculteur ou un microtracteur. Et puis peut-être une petite caravane, quelque chose qui puisse se mettre à l'abri aussi, parce qu'on pense souvent à la santé de ses légumes, mais moins à la sienne, donc parfois il fait très chaud ou très froid. Et puis une chose aussi qu'on néglige toujours au démarrage, c'est l'irrigation. Et donc il faut un minimum pour irriguer
Sinon, on passe tout son temps à faire ça. Et c'est bien d'avoir le petit kit minimum pour que ça ne bouffe pas tout l'espace. Donc au lieu de se fatiguer à aller acheter le matériel, le petit tracteur, etc., en fait en une fois, on achèterait tout le... Voilà, ou même le louer. Ou le louer, ouais. Est-ce que parmi vous, certains ont des questions? Ou est-ce que sur le direct, il y a des questions peut-être? Alors, il n'y a pas de questions, on n'entend pas très bien, mais de tout cœur avec vous. Pourtant, cette fois-ci, les micros marchent bien. Le micro fonctionne. Est-ce que vous avez une idée de où est-ce que vous serez dans 10 ans? Est-ce que vous voyez, vous avez un petit peu une vision à long terme? Moi, je pense pas trop bouger pour l'instant, ouais. Disons, là, avec la ferme, on a le projet de hangar, pareil, vente à la ferme, d'accueil. Donc, je trouve que le projet se greffe bien, humainement, ça se greffe bien. Dans le paysage, ça se greffe bien. Donc, ouais, je suis encore à la ferme, et j'espère qu'il y aura beaucoup plus d'arbres, des très beaux légumes encore. Mais les légumes sont pas mal. Donc, voilà, pareil, même endroit. Moi, dans 10 ans, j'espère bien aussi être encore au même endroit et puis ce sera embelli, ce sera devenu un cadre vraiment agréable. Et en rebond aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'imagine bien être aussi en tant qu'expérimenté, puisque j'ai un brin d'âge, et pouvoir vraiment être dans l'action de transmettre, et aussi tout ce qu'on vit avec Nico en ce moment, de créer une ferme de zéro, on aimerait aussi pouvoir en faire bénéficier d'autres personnes qui démarrent. Et c'est vrai qu'au démarrage, nous on a pris 2 ans. 2 ans c'est beaucoup de temps, et si on peut permettre à d'autres de mettre moins de 2 ans et d'éviter du stress et de faciliter un petit peu comment créer une ferme de zéro, je serais très content si dans 10 ans je suis actif là-dessus et que j'ai pu libérer du temps et de l'énergie et transmettre cette expérience et ces compétences-là à d'autres qui sont installés. C'est des très belles ambitions. Est-ce qu'on peut rappeler, si on veut suivre un petit peu vos aventures, est-ce que vous avez une page Facebook où est-ce qu'on peut vous retrouver? On a une page Facebook qui s'appelle La Ferme Bio du Pas de Côté. Donc c'est une page, elle n'est pas très active. On est plutôt producteur que marketeur, mais on apprend parce que c'est important. Communiquer, c'est important. Nous, comme toi, on apprend beaucoup en ce moment. Alors, comme on est en campagne, du coup, là, on est un petit peu plus au taquet. On est un peu derrière Donc, il y a Aurélie et Cynthia de Bluebees qui nous coachent bien pour qu'on ne soit pas trop inactifs. Mais en tout cas, oui, nous aussi, donc on a un Instagram que on sait faire de Gizy. GSY. Voilà, JSY, ferme de Gizy avec des underscores en bas. Un Facebook aussi, ferme de Gizy aussi. À LinkedIn aussi, je ne sais pas comment il s'appelle, il doit y avoir ferme de Gizy dedans. Et un site internet, fermedegizy.fr. Voilà. C'est très clair, on ne manquera pas de suivre vos aventures, puisque là c'est encore le début pour tous les deux, donc plein de belles choses à venir, et puis merci en tout cas pour ces témoignages. Merci beaucoup. Merci Aurélie.